En Bolivie, ils se présentaient comme des vérificateurs de faits indépendants, au Venezuela comme des militantes de l'opposition et au Mexique comme des commentatrices politiques locales. Elles avaient des prénoms, des noms de famille, des photographies, des biographies. Des milliers d'abonnés débattaient avec des journalistes, achetaient de la publicité et essayaient de convaincre leurs lecteurs qu'elles représentaient l'opinion de citoyennes ordinaires de leurs pays respectifs. Cependant, ces pages n'étaient pas administrées depuis La Paz, Caracas ou Mexico. En réalité, elles étaient gérées depuis Washington, dans les bureaux de CLS Strategy, une entreprise américaine de relations publiques et de lobbying où travaillaient d'anciennes fonctionnaires de la Maison-Blanche, du département d'État et bien sûr aussi des États-Unis. En août 2020, Facebook a démantelé ce réseau et pour la première fois, a bloqué une entreprise américaine pour avoir participé à une campagne de comportement inauthentique coordonnée au service de clients étrangers. L'enquête a montré à quel point la publicité politique pouvait se déguiser en opinion publique soi-disant spontanée. Cependant, elle a laissé sans réponse la question la plus importante. Qui a réellement financé cette opération? C'est précisément ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Le réseau en question était composé de 55 comptes, Facebook, 42 pages et 36 profils Instagram. En tout, il rassemblait environ 509 000 abonnés sur Facebook et 43 000 autres sur Instagram. De plus, environ 3 600 000 $ ont été consacrés à la promotion de publications, principalement par le baillet de publicité payante en dollars américains. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une usine à bottes, car ces comptes ne se contentaient pas de copier-coller les mêmes messages. Parce que leurs créateurs, en fait, construisaient des identités complètes et très complexes. Des journalistes locaux, des militants de la société civile et aussi des analystes politiques. Certaines pages faisaient même semblant d'être des médias indépendants. D'autres représentaient des mouvements citoyens et un rôle particulièrement important était joué ici par les soi-disant projets de vérification des faits. Une page bolivienne, par exemple, se présentait comme un service neutre de vérification de l'information. Je ne sais pas pourquoi cela me semble familier, par exemple en Espagne, bien qu'en réalité, elle publiait systématiquement des contenus favorables au gouvernement intérimaire. Je ne sais pas pourquoi cela me rappelle encore quelque chose, je le répète. Appliqué au moins au cas de l'Espagne, c'est pareil en Amérique latine. Vous avez des exemples de ce genre et je vous invite à les partager dans les commentaires. Parfois, elle reprenait même des vérifications réalisées par des journalistes indépendants, les réfutait et finissait par qualifier ces mêmes travaux de vérification de fausses informations. De cette façon, la propagande utilisait l'apparence d'un outil censé justement protéger la population contre la propagande. Le lecteur ne voyait aucune campagne politique payée, mais ce qui semblait être l'opinion indépendante d'un compatriote. Et, au-delà de cela, même une opinion vérifiée par l'effet d'une agence entière qui se consacre précisément à cela. Après avoir supprimé les pages, Facebook a remis toutes les informations recueillies au Stanford Internet Online. En septembre 2020, les chercheurs ont publié le rapport Bolivarian Factions, dans lequel ils ont reconstitué en détail la structure de toute cette campagne. La relation avec CLS Strategy a pu être rétablie grâce à diverses empreintes numériques. De plus, certains comptes étaient liés à des personnes identifiables comme employés de l'entreprise. En outre, des documents publics concernant des activités de lobbying confirmaient que CLS Strategies représentait officiellement certains clients politiques dans la région. Cette information est particulièrement pertinente car il ne s'agissait pas d'une organisation clandestine ni d'un service de renseignement étranger. CLS Strategy était une entreprise parfaitement légale, basée à Washington, qui conseillait des gouvernements, des dirigeants politiques et toutes sortes d'organisations sociales.
Parmi ces employés figuraient des personnes ayant de l'expérience au plus haut niveau de l'administration américaine. L'entreprise commercialisait l'influence politique comme un service professionnel. Les faux comptes n'étaient qu'un des outils utilisés pour fournir ce service. Pour comprendre qui avait réellement besoin de ce réseau, les enquêteurs ont analysé l'activité par pays, et le cas qui offrait la réponse la plus claire était la Bolivie. En novembre de l'année 2029, la Bolivie a été plongée dans une profonde crise politique. Après des élections présidentielles très controversées, Evo Morales a présenté sa démission sous la pression du haut commandement militaire et a dû quitter le pays. Peu de temps après, la sénatrice Jeanine Áñez, représentante d'un petit parti de droite, s'est autoproclamée présidente intérimaire. Le changement de pouvoir a déclenché des manifestations massives de la part des partisans d'Evo Morales. À Sacaba et à Sencata, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants, provoquant des dizaines de morts et une véritable tragédie nationale. Le 11 décembre 2019, à peine quelques semaines après ces événements, CLS Strategies s'est officiellement enregistrée aux États-Unis comme représentante du gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez. Selon la documentation présentée, l'entreprise a obtenu un contrat de 90 jours pour un montant de 90 000 $. Sur le papier, elle devait conseiller le gouvernement en matière de communication stratégique, d'organisation des futures élections, de démocratie et bien sûr de droits humains. Cependant, en même temps, 11 pages fausses opéraient sur les réseaux sociaux dédiés spécifiquement à la Bolivie. Ces comptes soutenaient Jeanine Áñez, attaquaient Evo Morales et son parti, le Mouvement vers le socialisme. À travers des publications sponsorisées, il présentait l'ancien président comme un criminel et un lâche, tandis qu'il décrivait le gouvernement intérimaire comme la force légitime qui avait sauvé le pays. À aucun moment, ces pages n'informaient les utilisateurs qu'elles étaient liées à un contractant étranger. Au contraire, elles parlaient comme si elles étaient des citoyennes boliviennes ordinaires et normales. Le contrat officiel révélait uniquement que CLS conseillait le gouvernement. Il ne disait absolument rien sur l'existence d'un réseau clandestin, et encore moins sur le fait qu'il était destiné à donner l'impression que le soutien au nouveau pouvoir émergeait spontanément de la société elle-même. La composition de l'équipe de CLS Strategy aide à comprendre pourquoi l'entreprise était en mesure de développer ce type d'opération. Pendant cette période, Mark Fierstein a travaillé dans l'entreprise, lui qui avait auparavant été responsable de l'Amérique latine. Au Conseil de sécurité nationale, pendant la présidence de Barack Obama, il a également occupé un poste élevé au sein de l'USAID. Son passage chez CLS Strategies s'est terminé en avril 2020, peu de temps après la fin du contrat lié à la Bolivie. Il n'existe aucune preuve publique que Fierstein ait personnellement dirigé le réseau de faux comptes. Et, par conséquent, on ne peut pas affirmer qu'elle était directement à la tête de l'opération. Cependant, sa présence est très significative car elle reflète un phénomène bien plus vaste. De nombreux anciens hauts fonctionnaires rejoignent ensuite le secteur privé, intégrant des entreprises de conseil politique où ils conservent leurs contacts et leurs connaissances de certaines régions, ainsi que l'accès aux élites politiques. De cette façon, des entreprises comme CLS Strategies ne comptent pas seulement des spécialistes en communication et en publicité, mais aussi des personnes qui connaissent de l'intérieur le fonctionnement de la politique étrangère américaine. Les journalistes ont également découvert que CLS entretenait des relations professionnelles avec des organisations que Facebook lui-même avait engagées. En fait, pour collaborer à des programmes visant à améliorer la transparence et la sécurité des processus électoraux. Le résultat était une situation assez paradoxale. Alors que certaines organisations aidaient la plateforme à détecter les campagnes de manipulation politique, d'autres développaient précisément ce type d'opération d'influence clandestine. Et depuis la Bolivie, l'enquête menait inévitablement vers un autre dossier extrêmement important. Et du côté de Washington, il y avait aussi le Venezuela. La partie vénézuélienne de l'opération avait même commencé avant celle de la Bolivie.
Les enquêteurs ont identifié 17 pages dédiées à soutenir les adversaires de Nicolás Maduro. Pendant l'année 2019, ces comptes ont activement mis en avant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président intérimaire du Venezuela et a été reconnu par les États-Unis et plusieurs pays occidentaux. Le contenu des publications suivait la ligne générale du soutien international à Guaidó. Elles amplifiaient ses déclarations, critiquaient constamment le gouvernement de Maduro et donnaient aussi l'impression qu'il existait une mobilisation populaire massive et continue en faveur de l'opposition. Cependant, en 2020, un changement très significatif a commencé à se produire. Les pages ont cessé de soutenir inconditionnellement Guaidó et ont commencé à refléter les affrontements internes entre les différentes factions de l'opposition vénézuélienne. Pour les chercheurs, ce détail s'est révélé particulièrement révélateur. Les vraies personnes peuvent changer d'avis de leur propre initiative. Mais lorsque des dizaines de comptes gérés de manière centralisée modifient simultanément leur discours politique, cela est généralement dû au fait que les intérêts du client qui les a financés tout ce temps ont changé. Cela a amené les chercheurs à suggérer que CLS Strategies ne travaillait peut-être pas pour toute l'opposition vénézuélienne, mais uniquement pour certains secteurs ou groupes internes. L'entreprise n'a jamais révélé qui étaient ses clients. Elle s'est contentée d'affirmer que le financement provenait de personnes ou d'organisations situées dans chacun des pays concernés. Mais cette explication soulevait de nouvelles questions et, avec le temps, elle s'est avérée de moins en moins convaincante. Le contrat officiel connu en Bolivie s'élevait à 90 000 $. Cependant, l'ensemble du réseau a consacré environ 3 600 000 $ à la publicité sur les réseaux sociaux. Il est vrai que le contrat ne correspond pas exactement au même concept. L'opération s'est déroulée dans plusieurs pays et a pu recevoir un financement de différentes sources. Néanmoins, le seul contrat rendu public s'avère clairement insuffisant pour expliquer l'énorme volume de dépenses publicitaires détectées par les enquêteurs. CLS Strategy a reconnu avoir été rémunéré pour ses services. Ce qu'ils n'ont jamais expliqué, c'est qui a réellement payé pour ces campagnes publicitaires. Les plus grandes zones d'ombre concernaient précisément le cas vénézuélien. À cette époque, le pays était soumis à de très dures sanctions américaines, traversait en plus une profonde crise économique et de nombreuses organisations d'opposition recevaient, depuis des années, un soutien financier provenant de l'étranger. Dans ce contexte, accepter simplement que des clients anonymes installés dans le pays même aient pu financer à eux seuls une campagne de plusieurs millions, payée principalement en dollars. Cela exigeait des preuves documentaires bien plus solides. Cependant, ni Facebook ni les autorités de régulation américaines n'ont rendu publique la chaîne complète de financement. CLS a défendu ses actions en affirmant que son objectif était de promouvoir des élections libres et de lutter contre les régimes considérés comme répressifs. Malgré l'ampleur de l'affaire, l'entreprise n'a jamais eu à faire face à des conséquences juridiques importantes. Le réseau a disparu des plateformes numériques, mais la question fondamentale est restée pratiquement sans réponse. Qui a réellement financé toute l'opération ? Et une autre question importante que nous devons également nous poser. Cette campagne a-t-elle réussi à modifier le cours politique des pays où elle est intervenue, notamment en Bolivie ? À en juger par les résultats électoraux, la réponse est non. En octobre 2020, Luis Arce, candidat du mouvement vers le socialisme et donc successeur politique d'Evo Morales, a remporté les élections présidentielles dès le premier tour avec environ 55% des voix. Quelque temps plus tard, Janine Áñez a été arrêtée et condamnée pour des faits liés à son arrivée au pouvoir. Ses partisans affirment que la procédure judiciaire avait une motivation clairement politique. Au Venezuela, le projet politique dirigé par Juan Guaidó a progressivement perdu de l'influence. L'opposition est restée divisée et les tensions internes que le réseau de faux comptes avait commencé à refléter se sont finalement intensifiées. Les centaines de milliers d'abonnés accumulés par ces pages ne se sont jamais traduits par une force politique solide ni par un soutien électoral suffisant pour transformer la réalité. Cela met en évidence une limite très importante de ces opérations d'influence numérique. Il est possible de donner l'impression qu'une certaine position bénéficie d'un immense soutien social.
Il est possible d'inonder les réseaux sociaux avec un même message jusqu'à le rendre omniprésent. Mais même une infrastructure numérique de grande envergure ne peut pas complètement remplacer une véritable organisation politique ni se substituer au travail effectué sur le terrain. L'opération s'est déroulée en 2 moments particulièrement délicats. La Bolivie traversait une crise institutionnelle provoquée par un changement de pouvoir extrêmement controversé. Le Venezuela était plongé depuis des années dans une profonde confrontation politique. Précisément dans des situations comme celle-ci, il est fondamental que les citoyens sachent qui leur parle et quels intérêts sont représentés lorsqu'on s'exprime. Cependant, CLS Strategies et ses clients ont délibérément caché cette information. Au lieu d'identifier clairement la publicité politique, ils ont présenté à leurs utilisateurs des personnages fictifs qui semblaient être des voisins, des journalistes ou des militants indépendants. Ce qui inquiétait surtout, c'était l'utilisation d'une apparence de vérification des faits. Lorsqu'une entreprise engagée pour influencer politiquement s'approprie le langage de la vérification de l'information, elle ne remet pas seulement en question certains contenus. Elle érode également la confiance dans le mécanisme même par lequel une société tente de distinguer les faits de la propagande. En conséquence, beaucoup de personnes finissent par percevoir toute vérification comme un instrument de plus dans la lutte politique. De plus, l'opération transmettait un autre message dangereux aux dirigeants et acteurs politiques de la région. Le soutien citoyen n'a pas toujours besoin d'être construit, il peut aussi être simulé. Au lieu d'organiser un mouvement social authentique, il suffit d'engager une entreprise spécialisée, de créer des dizaines d'identités fictives, d'investir des millions dans la publicité et de faire en sorte que toutes répètent la même chose, le même discours, jusqu'à donner l'impression qu'une partie significative de la société partage déjà cette opinion depuis longtemps. C'est probablement la principale leçon que nous a laissée l'affaire de CLS Strategies. Cela n'a pas seulement montré comment les réseaux sociaux pouvaient être manipulés, mais a aussi révélé à quel point il est possible de fabriquer artificiellement l'apparence d'une opinion publique spontanée, rendant difficile pour les citoyens de distinguer entre une conversation authentique et une campagne d'influence soigneusement conçue et souvent financée depuis l'étranger. Et si ce sujet de la propagande financée, apparemment depuis les États-Unis, vous plaît et vous intéresse, nous n'avons pas de preuves, mais nous n'avons pas non plus de doutes. En Amérique latine, je vous invite à regarder une autre vidéo que nous avons réalisée à ce sujet, sur la façon dont, depuis Miami, on influence depuis très longtemps l'opinion publique à Cuba et aussi dans d'autres pays de la région.